Du coup, moi c'est Ségolène et c'est Charlotte. On va vous faire aujourd'hui du coup un petit exposé sur les neurosciences en général et on a voulu se concentrer, parce qu'on ne peut pas forcément survoler toutes les neurosciences, on a voulu se concentrer sur les souvenirs, la mémoire et principalement se poser un peu la question de comment va se former la mémoire dans notre cerveau et aussi si en fait on peut manipuler nos souvenirs. Je vais se tromper de bouton. Donc d'abord les neurosciences, qu'est-ce que c'est globalement? Donc c'est vraiment un des points pour les qualifier, c'est vraiment une discipline qui est vraiment transdisciplinaire parce que autant nous on va aborder le point de vue un peu biologique, mais c'est vrai qu'en fait on peut vraiment faire des neurosciences en étant dans les mathématiques, dans les sciences sociales, dans plein en philosophie, psychologie, c'est vraiment une matière qui peut être abordée par plein de points et c'est aussi ce que je trouve très intéressant dans cette discipline. C'est que la richesse en fait de cette discipline, je trouve, c'est vraiment qu'il faut prendre vraiment tous les points de vue, toutes les disciplines pour tout corréler ensemble et vraiment pouvoir comprendre un peu tout ce qui est un peu comprendre le cerveau, etc. Après, c'est vrai que quand on a tendance à parler de neurosciences, on a tendance à penser au cerveau, mais il ne faut pas oublier que dans le système nerveux, en fait, il n'y a pas que le système nerveux central qui est calculé par le cerveau, il y a aussi le système nerveux périphérique qui est quand même important parce que c'est quand même tout ce qui est, par exemple, le réflexe musculaire, etc. Donc, ça a quand même de l'importance. Donc, c'est vraiment une discipline qui est assez vaste à étudier. Et donc, je vais d'abord vous poser une première question. Pour vous, quand on vous parle de la mémoire, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, qu'est-ce que ça vous dit? La première chose à laquelle vous pensez quand on vous parle de la mémoire? Les souvenirs, ouais. C'est dans quel contexte? Se rappeler des moments. Ouais. Ouais. Comment? L'apprentissage, ouais, ouais. L'oubli, oui, c'est un point. Ouais. D'autres choses un peu qui sont évoquées quand on vous parle de mémoire? Ouais, c'est très important. Et c'est vrai que, alors, on a essayé de récapituler. On en a oublié, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a plein de points, en fait. Et alors, dans un premier temps, on va peut-être penser à la mémoire, tout ce qui est un peu biologique. Mais en fait, la mémoire, c'est aussi, ça peut être vu d'un point de vue informatique, ça peut être vu d'un point de vue historique, ça peut être vu de beaucoup de choses. C'est aussi la maladie, la mémoire, c'est tout ce qui est Alzheimer. Ça peut être aussi des maladies, donc c'est pas que les maladies neurodégénératives, c'est aussi les maladies psychiatriques. Enfin, c'est vrai que la mémoire, ça englobe plein de choses. Il y a l'apprentissage, l'oubli, il y a les émotions aussi, c'est beaucoup relié aux émotions. Et donc c'est vrai que ça peut être, on parle de mémoire, finalement, c'est un concept dont on connaît tous ce concept, mais on ne sait pas vraiment, ce que c'est, je pense. C'est ce que je vais essayer là de vous expliquer. Alors ce petit schéma, c'est un peu les différents types de mémoire qui ont été catégorisés. Alors c'est un schéma, donc c'est vraiment simplifié. Mais l'idée première, c'est que d'abord, vous allez avoir des entrées sensorielles. Donc ça va être vos 5 sens. Donc c'est la mémoire qui est ici. C'est vraiment le première entrée dans le cerveau. Donc ça va être tout ce qui est l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Et donc cette mémoire, elle est finalement assez courte et elle va être directement redirigée vers la mémoire à court terme. Donc la mémoire à court terme, ça va être ce qu'on qualifie de la mémoire de travail. Donc c'est en fait tout ce que, par exemple, si je vous demande d'apprendre un numéro de téléphone, si je vous demande de retenir un numéro de téléphone, vous allez le retenir sur un laps de temps qui est très court, c'est la mémoire à court terme, donc la mémoire de travail, et en fait si je vous le redemande dans 2 jours, il y a assez peu de chances en fait que vous vous en souveniez. Certaines personnes y arrivent, mais... Et finalement la mémoire de travail, il a été montré en fait que on peut apprendre un ensemble de choses qui tournent autour du chiffre 7, plus ou moins 2. Ça veut dire qu'on peut apprendre par exemple un groupe de 7 mots, un groupe de 7 chiffres, un groupe de 7 nombres. Donc c'est vraiment, ça ne va pas aller au-delà de ça. Alors après il y a des différences, mais c'est un peu l'idée. Et ensuite, une fois qu'on a la mémoire à court terme, en fait, pour pouvoir se souvenir et pour pouvoir se rappeler, tout ce qui est dans la mémoire à court terme va pouvoir passer dans la mémoire à long terme. Alors la mémoire à long terme, il y a plusieurs types de mémoire à long terme. Il y a d'abord la mémoire implicite, donc c'est la mémoire aussi qu'on dit non déclarative ou procédurale. Ça va être en fait tout ce qui est automatisme, tout ce qui est un peu inconscient. Par exemple, c'est grâce à cette mémoire-là que vous allez faire du vélo. C'est quand vous allez faire du vélo, en fait, votre équilibre, vous allez un peu le trouver sans vous en rendre compte, sans savoir vraiment ce qui se passe. Vous n'allez pas penser à contracter vos muscles, votre muscle il se contracte tout seul. Enfin, c'est un peu l'idée que c'est tout ce qui est complètement des automatismes. Il y a un apprentissage, mais après, une fois qu'on le sait, on ne va plus vraiment se rappeler en fait de comment on l'a appris et comment on sait le faire. Et le deuxième type de mémoire, c'est la mémoire déclarative, qu'on dit aussi explicite. Parce que cette mémoire, en fait, c'est une mémoire qui est complètement consciente. C'est les choses dont on se souvient. Et donc, dedans, il y a la mémoire sémantique.
La mémoire sémantique, donc c'est les connaissances du monde globalement. C'est par exemple si je vous demande quel est le président des États-Unis, vous allez pouvoir me répondre grâce à cette mémoire qui est le président des États-Unis. Donc c'est vraiment c'est des choses très concrètes. Mais en fait, alors en parallèle de ça, on a la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, ça c'est la mémoire autobiographique. Donc c'est ce qui constitue en fait vos propres souvenirs. C'est tout ce qui est associé à vous-même, tout ce qui est associé au soi, etc. Et une des grandes différences en fait entre la mémoire épisodique et sémantique, c'est que il y a le phénomène de reviviscence en fait dans la mémoire épisodique. C'est-à-dire que quand vous allez vous souvenir de quelque chose qui vous est arrivé, vous allez en fait avoir le sentiment avoir le sentiment de revivre l'expérience. C'est tout ce qui est lié aux émotions, etc. Donc ça a beaucoup été étudié par Handel Tulving et il a beaucoup caractérisé ces deux types de mémoire. Nous aujourd'hui, on va se concentrer vraiment du coup sur cette mémoire épisodique. Donc on va vous expliquer comment dans le cerveau ça se forme, etc. Et un exemple par exemple, pour un peu imager tout ça, on dit souvent en fait que les enfants ils ont justement une absence de cette mémoire épisodique, parce que c'est pour ça en fait que dans nos premières années on n'a aucun souvenir de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a fait. C'est parce qu'en fait on n'associe pas nos souvenirs au soi et donc on n'a pas cette mémoire épisodique. Donc c'est un peu ce qui différencie la mémoire épisodique de la mémoire sémantique. Donc là, c'est un peu des grands exemples de ce qu'on va... Enfin, c'est des exemples de la mémoire épisodique ou autobiographique. Donc c'est vraiment ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc dedans sont regroupées par exemple les fonctions exécutives, donc tout ce qui est organisation, etc. Vous allez, par exemple, si vous organisez un événement ou si vous planifiez quelque chose, quand vous allez vous rappeler d'avoir planifié quelque chose, vous n'allez pas seulement vous rappeler de la planification, vous allez aussi vous rappeler de quand ça a été planifié, de comment, où. Il y a un cadre spatio-temporel. Alors que quand je vous disais, par exemple, si je vous demande quel est le président des États-Unis, si je vous demande quand c'est que vous l'avez appris, bon, c'est un peu relié peut-être à l'émotion, donc vous allez peut-être vous souvenir, mais sinon, en général, dans tout ce qui est historique, etc., vous n'allez pas vous souvenir parce que c'est pas du tout la même mémoire. Donc c'est tout ce qui est le sentiment d'identité, l'attention, les émotions, le langage, enfin tout ce qui est vraiment en rapport à soi et au personnel. Okay, merci. Donc maintenant qu'on situe un peu mieux le thème de ce soir, finalement, dans toutes ces catégories, donc, qui, comme l'a dit Ségolène, sont un peu simplificatrices, mais restent quand même très utilisées en neurosciences, on va donc essayer de se poser plusieurs questions qui vont tourner autour finalement de la nature du souvenir à l'échelle des neurosciences, la nature de cette trace qu'on pense imprimer dans le cerveau. Et donc c'est ce qu'on appellera la trace mnésique. Et donc il y aura deux grandes orientations en fait, dans cet exposé. Et la première, c'est d'essayer de penser finalement cette trace mnésique comme justement tout l'inverse, enfin, en tout cas très différente d'une trace d'ordinateur, enfin d'une mémoire d'ordinateur un peu inaltérable. Et plutôt donc d'envisager les souvenirs donc, tels qu'ils sont dans le cerveau comme un ensemble de traces assez dynamiques qui peuvent s'associer entre elles, donc pas très stables au fond. Et justement, dans le deuxième temps, on essaiera donc de comprendre un peu le paradoxe entre notre sentiment quand même de stabilité très forte du souvenir à l'échelle, enfin des comportements à l'échelle humaine, avec cette stabilité qui semble beaucoup plus cachée à l'échelle biologique, hein, donc avec la réalité donc, telle qu'on va la voir dans les slides suivantes. Et donc, quelque part, d'une façon un peu plus légère, on peut aussi résumer donc, un peu notre exposé sur cette interrogation, donc peut-on croire en nos souvenirs? Et donc, pour rentrer maintenant un peu plus dans le détail de l'exposé, donc, qui sera conduit en fait en 3 temps. Donc, la première partie sera la plus longue et tentera en fait aussi de vous familiariser avec un peu les concepts de base des neurosciences. Et donc en présentant aussi donc, des hypothèses actuelles sur justement la naissance, le rappel des souvenirs. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions si les détails un peu techniques parfois peuvent vous échapper. Hein. Donc ce qu'on mettra ensuite en évidence dans la deuxième partie, c'est donc des expériences dites de manipulation de la mémoire, hein, donc dans laquelle on passera de la souris à l'homme et donc voir un peu ce qu'on peut en faire et en dire. Et ça nous conduira à cette troisième partie qui se veut plus une discussion sur l'éthique finalement peut-être à développer donc, de la mémoire et du soin et à partir donc d'exemples un peu cliniques. Et donc très brièvement, comme un peu préliminaire à cette première partie, un petit rappel des différentes échelles qu'on va aborder ce soir, hein, donc échelle des neurosciences. Évidemment le cerveau humain c'est quand même assez visible à l'œil nu en tout cas donc, quand on le dissèque, quand on le retire de sa boîte crânienne
Et donc, il est composé d'aire cérébrale, hein, donc assez plus ou moins grosse. Et ensuite, donc, si on rentre à l'échelle un peu plus microscopique, de ces chiffres finalement, donc 100 milliards de neurones, donc c'est vraiment énorme, hein, 10 puissance 11 pour les matheux. Et donc ces neurones sont souvent considérés comme des briques de base un peu donc, du fonctionnement cérébral, donc des dimensions donc, microscopiques, hein, entre le diamètre d'un cheveu et d'une bactérie, comme vous pouvez le voir là. Et en plus de ces neurones, donc ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est justement toutes les connexions qu'il y a entre eux. Et donc là, c'est encore plus énorme en fait, hein, on est à 100 trilliards, donc 1000 fois plus. Et donc, c'est ces connexions qui vont assurer le transfert d'informations entre les neurones. Donc, un transfert qui se fait aussi sur une échelle de temps très courte. Hein. On est sur de la milliseconde, hein, donc à comparer un peu à l'échelle des temps de réaction et des comportements humains. Voilà. Merci. Donc d'abord, comme Charles l'a dit, on va vraiment vous expliquer un peu comment la mémoire, avant de parler, de discuter des souvenirs et des modifications. On va simplement vous expliquer déjà comment se forment les souvenirs. Et donc pour cela, bon, je vais rapidement, ça c'est un cerveau, je vais rapidement un peu vous décrire un peu ce que c'est un cerveau. Donc ça c'est un cerveau humain. Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a le cortex qui est qui est la partie la plus importante chez l'être humain. Et chez beaucoup de mammifères. Et ensuite, en dessous, on va trouver ici le cervelet, et donc ici, il y a le tronc cérébral, donc c'est une partie aussi du cerveau, du système nerveux central, pardon. Et en fait, donc, le cerveau, il se compose vraiment en deux hémisphères, donc il va y avoir l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et dans chacun de ces hémisphères, il va y avoir plusieurs aires cérébrales, plusieurs lobes. Donc ici, alors peut-être pour resituer, ici, en fait, vous avez les yeux, et là, vous avez le derrière la tête. Et donc devant, on trouve du coup les lobes frontaux, pardon. Donc ici, ça va être donc chez l'être humain, il est vraiment très développé. C'est vraiment l'aire cérébrale qui s'est le plus développé chez l'être humain en comparaison aux autres mammifères. Et donc c'est là-dedans en fait que tout ce qui va être relié au cortex moteur d'abord, donc les mouvements, etc. Mais vraiment tout ce qui est l'analyse, c'est vraiment là où ça va se situer. Ensuite, il va y avoir le lobe pariétal. Donc là, ça va être plus tout ce qui est le cortex sensorimoteur. Le cortex somatosensoriel, pardon. Et derrière, on a le lobe occipital, donc ça c'est plus la vision. Et juste sur les côtés, on va avoir les lobes temporaux, donc ça va être tout ce qui est plus l'audition, etc. Et ah oui, je voulais dire aussi, alors il faut savoir que bon, le cerveau humain, par exemple, c'est juste seulement 2% du poids en fait, de notre poids total. Mais en fait, finalement, il va consommer 20% de l'énergie totale du corps, donc il faut quand même savoir que c'est un grand consommateur d'énergie. Et au-delà du fait qu'il n'a pas de réserve, en fait, le cerveau n'a aucune réserve en énergie. C'est pour ça qu'il va vraiment beaucoup pomper dans le sang toute son énergie. Et il en pompe beaucoup parce qu'avec toutes ses connexions, etc., il a vraiment besoin de beaucoup d'énergie. Donc pour commencer un peu à comprendre comment on a un peu mieux compris comment la mémoire épisodique se formait dans notre cerveau, c'est vrai que pendant plusieurs années, chez l'être humain, c'est un peu compliqué d'un point de vue éthique d'étudier ça parce que en général, en biologie, les premières recherches se font beaucoup en enlevant en fait, les parties qui nous intéressent pour savoir quel est leur rôle. Sauf que forcément, sur un cerveau, c'est un peu difficile d'enlever les parties du cerveau chez l'être humain, éthiquement parlant. Et donc, on peut considérer ça comme des chances pour la science. Mais il y a eu 2 cas en fait, qui ont vraiment permis de beaucoup mieux comprendre la mémoire épisodique. Il y a eu le patient HM, donc en fait, on l'a appelé pendant des années, on l'appelait HM et ici le patient cassé. Ils sont restés dans l'anonymat et leur identité a été dévoilée en fait après leur mort. Donc HM, c'est pour Henri-Gustave Molaison. Et donc ce patient-là, en fait, c'est un patient qui, depuis son enfance, il souffrait d'épilepsie. Mais le problème, c'est qu'on avait beau lui donner des médicaments, l'épilepsie qu'il avait ne pouvait pas être soignée par les médicaments. Et donc il y a un chirurgien qui a décidé de lui enlever une partie du cerveau, donc c'est une partie qu'on appelle l'hippocampe, et les parties qui sont autour de l'hippocampe, ils ont décidé de lui retirer pour lui enlever l'épilepsie. Il s'est réveillé, c'était bien, il n'avait plus d'épilepsie, le problème c'est qu'il ne pouvait plus se souvenir. Et en fait, il a eu ce qu'on appelle une mémoire, une amnésie antérograde. Donc ça veut dire qu'il a en fait tout ce qui était avant l'opération, il s'en souvenait, il n'y avait aucun souci. Mais en fait, il ne pouvait pas constituer de nouveaux souvenirs après. Et c'était vraiment des souvenirs qui concernaient vraiment la mémoire épisodique et sémantique. Donc c'était nos connaissances du monde, il ne pouvait plus en constituer de nouvelles. Et les connaissances de soi-même, de tout ce qui était rapport au souvenir et à soi-même, et il ne pouvait plus se souvenir. En revanche, tout ce qui était mémoire procédurale, donc tout ce qui était, par exemple, s'il apprenait à faire du vélo, il pouvait toujours apprendre à faire du vélo et se souvenir comment faire du vélo. C'est une mémoire qui, elle, est restée intacte.
Et chez le patient cassé, donc lui, ce patient-là, en fait, il a eu un accident de la route. Et donc du coup, suite à ça, il a eu des problèmes au niveau du cerveau et donc il a dû être opéré. Et à nouveau, un chirurgien a dû lui ôter l'hippocampe. La différence entre les deux, c'est que chez HM, on lui a enlevé l'hippocampe et les régions un peu autour. Chez le patient cassé, on lui a seulement retiré l'hippocampe. Et donc à nouveau, quand il s'est réveillé, en fait, il a eu une perte de mémoire, mais cette fois-ci, c'était pas la mémoire sémantique qui était touchée, c'était uniquement la mémoire épisodique. Donc c'était uniquement la mémoire qui touche à soi, la mémoire autobiographique. Et donc là, pour vous imaginer un petit peu plus de quoi on parle, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais donc ici, c'est un cerveau humain complètement normal. Et donc quand je vous parle de l'hippocampe, en fait, c'est une région qui est assez profonde. Donc c'est cette petite région en rose ici. Et les régions autour, qui sont assez importantes, donc il y a par exemple le cortex entérinal, qui va être... il est un petit peu petit, mais il est ici. L'amygdale, etc. Donc l'amygdale, c'est tout ce qui est relié à l'émotion, beaucoup. Donc toutes ces parties, en fait, chez le patient HM ont été retirées. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ici, c'est un cerveau normal, avec les deux régions au niveau des lobes temporaux. Et ici, en fait, chez le patient HM, ils ont complètement été enlevés. Donc c'est ce qui explique... en fait, donc les chercheurs, en fait, ont déduit que tout ce qui était dans ces régions-là servait à la mémoire, en tout cas l'hippocampe servait à la mémoire épisodique. Oui. Alors honnêtement, je ne suis pas chirurgienne, donc j'en ai aucune idée, je vous avouerai. Mais c'est vrai il faut savoir que le cerveau, quand vous prenez et vous le sortez de la moire crânienne, c'est une espèce de gelée. C'est tout mou, ça bouge dans tous les sens et c'est plein de sillons en fait. Le cerveau, c'est pas juste c'est pas une masse ensemble. C'est en fait pour augmenter le rapport surface-volume, il y a plein de petites circonvolutions comme ça. Et donc en fait, vous pouvez un peu l'ouvrir, enfin, c'est vraiment plein de grands sillons qui s'ouvrent et c'est vraiment une gelée. Il faut vraiment considérer ça comme une gelée. Enfin, vous pouvez pas le sortir, il va pas rester intact, il va un peu dégouliner en quelque sorte. C'est un peu bizarre, mais... ouais. Et donc j'imagine que comme ça, en fait, j'imagine qu'ils peuvent aller dessous et retirer l'hippocampe. J'imagine. Après, je suis pas chirurgienne, hein, donc ce que je dis, c'est peut-être pas vrai. Mais voilà, donc juste pour dire que du coup... l'hippocampe, en fait, ça a été vraiment la base des recherches ensuite, et l'hippocampe, c'est vraiment maintenant ce qui constitue la base de la mémoire épisodique. Ok, ouais. Et donc maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail des mécanismes neuronaux donc de cette mémoire épisodique. Et donc, on les divise en général en 3 grandes étapes, hein, donc qui sont donc l'encodage, donc qui correspond vraiment à la formation de nouvelles informations, hein, donc à l'acquisition de nouvelles informations. Ensuite, le stockage, donc le maintien de façon durable, donc à plus ou moins long terme. Et enfin, donc le rappel, donc la récupération de ces informations, donc vraiment l'expérience du souvenir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est donc tenter un peu d'identifier les acteurs cellulaires, moléculaires un petit peu, donc de ces 3 grandes étapes, et peut-être garder quand même en tête 2 grandes questions finalement, tout autour, auxquelles on fera référence tout autour de l'exposé. Donc la première, c'est finalement combien d'informations on peut conserver finalement dans un cerveau, donc est-ce qu'il y a une limite physique au stockage? Et la deuxième, c'est combien de temps finalement et avec quel degré de fidélité une information peut-elle rester donc dans un cerveau. Et donc pour commencer avec l'étape d'encodage, donc si on repart de ces aires cérébrales, donc l'idée c'est que voilà, nous sommes dans un environnement, donc des stimuli extérieurs donc, nous parviennent de nos organes sensoriels, de notre corps, et donc sont transférés finalement vers notamment certaines parties du cortex, donc les aires sensorielles dont Ségolène a parlé précédemment, aire auditive, aire visuelle, donc cortex visuel, et aussi donc, des aires dites associatives, donc, qui vont commencer à intégrer un peu plus toutes ces représentations, donc, pour former vraiment une version un peu plus élaborée du contexte dans lequel nous sommes. Et tous ces messages ensuite vont converger donc, vers l'hippocampe, qui est donc caché dans ce petit lobe temporal. Donc, bien sûr, en plus de tout ça, il y a donc des processus attentionnels, tout un pan émotionnel donc, qui peuvent rentrer en jeu, mais on ne va pas trop parler aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien saisir, c'est que finalement, en fait, tous ces messages vont en fait être échangés au niveau donc, des neurones, donc les fameuses briques de base. Et donc là, il faut faire un petit détour donc, sur finalement qu'est-ce qu'un neurone.
Donc vous l'avez peut-être compris, donc les neurones, ce sont des cellules qui existent donc dans le cerveau. Et donc la particularité de ces cellules, en fait, c'est d'être quelque part donc, polarisées fonctionnellement, donc d'avoir une sorte de directionnalité anatomique et fonctionnelle. Donc pour expliquer un peu mieux, donc chaque neurone va recevoir en fait des entrées au niveau donc de ces dendrites, hein, donc des contacts en fait entre les neurones qui sont donc les synapses. Et ces entrées vont ensuite être intégrées donc, progressivement donc, au niveau du corps cellulaire, donc, que vous voyez ici. Et selon la force finalement de ces entrées, si elles dépassent ou non un certain seuil, le neurone va émettre un message de sortie. Donc ce message de sortie va être donc, conduit le long de cet axone ici et va être ensuite donc, transféré justement donc, au neurone auquel il est connecté. Donc, on a vraiment cette directionnalité des entrées vers la sortie. Et pour un peu mieux comprendre comment se fait la conversion des entrées en sortie, un autre petit schéma qui est ici, donc c'est pour bien, donc il faut bien comprendre quand même que tous ces messages sont des messages électriques, donc des signaux électriques qui peuvent être soit excitateurs, hein, donc ils vont pousser en quelque sorte le neurone à être activé, à décharger, ou inhibiteurs. Et donc tous ces messages vont arriver à des fréquences assez élevées, donc plus ou moins régulièrement, de sorte qu'elles peuvent s'additionner, se soustraire et donc amener vraiment à une intégration au final, donc jusqu'à ou non dépasser un seuil, donc décharge ou pas. Donc, et une décharge, c'est typiquement en fait ce genre de signaux, donc assez stéréotypés, et qu'on peut quand même considérer un peu comme on-off, mais en réalité pas tant que ça. Hein, donc ok, je dépasse un seuil ou pas, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces messages de sortie sont quelque part captés de façon un peu continue par les neurones justement donc de la suite de la chaîne d'informations. Et donc, il faut bien voir que le timing précis de la décharge et le nombre de décharges, en fait, importent beaucoup dans le codage, entre guillemets, donc de l'information. Donc voilà, finalement, si on résume un peu la situation, au moment de l'encodage, on aura donc plein de neurones qui vont potentiellement être activés donc, par toutes ces entrées sensorielles, entrées d'informations diverses. Mais le problème, c'est que cette activation, elle est finalement assez transiente, assez éphémère, d'accord ? Donc, comment peut-on passer de cette activation éphémère à un stockage, finalement, de l'information à long terme, donc c'est vraiment notre deuxième étape dans la formation des souvenirs. Et donc, pour cela, il faut quand même faire une hypothèse, c'est que l'état du cerveau doit, à un moment donné, être modifié. Et donc, une des hypothèses actuelles des neurosciences, c'est que donc, cette modification du cerveau a lieu au niveau des synapses, hein, donc, qui sont les fameux contacts entre neurones. Et donc, ici, vous avez une version vraiment agrandie d'une synapse. Et donc, vraiment, c'est ce qu'on entend classiquement par le terme de plasticité synaptique. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Hein, donc, ça veut dire, en gros, que des changements dans l'efficacité en fait, du transfert d'informations entre deux neurones peuvent avoir lieu. Et donc pour comprendre un peu mieux ce que ça signifie, donc transfert d'informations, modification de cette efficacité de transfert, petit détour à nouveau donc, par ce qu'est une synapse. Et donc une synapse, donc si on imagine un peu donc, le contexte, on a donc deux neurones, un neurone présynaptique, hein, donc ici, neurone A, qui est susceptible d'envoyer des messages au neurone B, donc qui est représenté donc, ici au niveau en tout cas d'un tout petit bout hein, donc de ce neurone, hein, donc la synapse, le dendrite. Et donc, que se passe-t-il en fait donc, si le neurone A décharge, donc il va relarguer des petites molécules, hein, donc on appelle des neurotransmetteurs ici, au niveau de la synapse, et ces neurotransmetteurs vont se fixer ensuite au niveau des récepteurs postsynaptiques, donc du neurone receveur. Et c'est vraiment en fait cette activation des récepteurs qui va conduire à un message finalement d'entrée dans ce neurone qui sera ensuite intégré donc, au niveau du corps cellulaire. Donc maintenant qu'on comprend peut-être un peu mieux comment fonctionne une synapse, l'idée principale c'est que finalement la force d'une synapse va dépendre de deux paramètres en fait. Le nombre de neurotransmetteurs qui est relargué, donc plus il y en a beaucoup, plus peut-être le neurone va pousser l'autre finalement à entendre son message, d'accord ? Et le nombre de récepteurs postsynaptiques. Donc évidemment, s'il y en a plus, peut-être qu'il y aura moins de saturation quelque part et donc le message sera d'autant mieux entendu.
Et donc du coup, si on pense maintenant à plasticité, eh bien, on peut justement en laboratoire essayer de suivre ces deux paramètres, hein, donc le nombre de neurotransmetteurs relargués et le nombre de récepteurs postsynaptiques. Et ce qu'on a remarqué, c'est que justement, ces deux paramètres n'étaient pas constants donc au cours de la vie d'une synapse, en quelque sorte. Donc on peut arriver à les suivre. En particulier, donc, ces deux paramètres dépendent en fait du niveau d'utilisation de la synapse, d'accord ? Donc dépendent de l'activité des deux neurones. Donc un exemple, c'est que si, par exemple, de façon répétée, le neurone A décharge, eh bien, à un moment donné, finalement, le nombre de récepteurs ou le nombre de neurotransmetteurs va augmenter. Et donc, la transmission sera finalement facilitée, d'accord ? Ça va jusqu'à présent, oui ? Donc voilà, mais on peut encore une fois imaginer un scénario tout à fait différent, hein, et qui existe d'ailleurs, qui est donc une diminution du nombre de récepteurs postsynaptiques ou du nombre de neurotransmetteurs relargués, d'accord ? Donc ça va vraiment dans les deux sens, vers la potentiation ou au contraire vers une sorte de dépression de la transmission. Voilà. Donc le deuxième point maintenant important, en fait, donc le premier point c'était vraiment donc, qu'est-ce que finalement la force un peu synaptique et comment peut-elle être modulée. Le deuxième point, c'est que donc, pour assurer finalement que cette modification soit vraiment durable, il faut un deuxième relais qui consiste finalement en la modification de l'expression des gènes. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce que ça signifie que changer l'expression des gènes, mais c'est vraiment un relais essentiel puisque donc, les molécules dont on parle, hein, les récepteurs, tout ce qu'il y a vraiment autour de la synapse, sont recyclés, éliminés de façon vraiment donc, très rapide, hein, donc sur des échelles de temps très courtes, encore une fois par rapport à l'échelle d'un souvenir par exemple. Et donc il faut absolument ce relais qui permet peut-être donc, de laisser une trace de façon beaucoup plus durable. Mais donc gardez quand même en tête que s'il y a modification de l'expression des gènes, ça ne veut pas dire non plus que la synapse sera figée dans l'état défini donc par l'état en quelque sorte d'expression des gènes. D'accord ? Ceux-ci peuvent aussi être remaniés successivement et donc à plusieurs reprises. D'accord ? Donc voilà. Et peut-être un dernier point aussi à souligner, c'est que donc, si la plasticité a lieu au niveau des synapses, donc ça veut dire aussi que le nombre finalement d'informations possibles va être énorme. Donc, d'accord, l'espace de stockage, si on reprend les chiffres du début, 100 trilliards de synapses est énorme en fait. Mais on va voir aussi que ça pose aussi quelques difficultés, hein, donc, notamment de robustesse. Donc on en reparlera. Merci. Donc, comme on vient de voir, il y a tous ces poids synaptiques en fait au niveau des synapses qui peuvent être modifiés. Et c'est vrai que si on regarde en fait finalement sur un neurone, donc en fait là on voit l'axone du neurone, donc c'est l'axe principal du neurone. Sur cet axone en fait il y a vraiment de très nombreuses connexions synaptiques, donc de très nombreuses synapses. Et il faut vraiment prendre en compte qu'en fait chaque synapse individuellement va soit pouvoir être élaguée, soit être renforcée, ou même il y en a qui vont en fait être formées pendant la formation du souvenir. Donc, comme on peut le voir ici, là, c'est, on va dire, l'état basal de l'axone avec ses synapses autour et ses dendrites autour. Et en fait, au fur et à mesure de l'apprentissage, au fur et à mesure de la formation de la mémoire, il va y avoir, par exemple, ici, cette synapse qui va en fait disparaître parce que elle n'aura pas été assez elle n'aura pas eu assez d'activité, donc elle va juste disparaître. Et par exemple, ici, on va voir une synapse ici qui va apparaître. Et d'autres synapses qui, elles, vont être conservées. Par exemple, celle-ci ici, elle va être conservée et une petite va apparaître sur le côté. Donc c'est vraiment, il faut vraiment prendre en compte que c'est quelque chose de complètement dynamique. Et au moment même en fait, où vous êtes en train d'écouter et je suis en train de vous parler, dans notre cerveau à tous, en fait, c'est vraiment en train de bouger. Enfin, c'est un peu l'idée, c'est que tout est en train de se moduler, tout est en train de bouger et c'est vraiment très actif sur un temps d'échelle très très court. Alors ça, c'était juste pour vous montrer une petite image. Donc là, c'est vraiment ce qu'on schématise. Et en laboratoire, en fait, c'est ce qu'on observe. Alors peut-être qu'elle paraît pas très jolie la photo, mais en fait, elle est assez jolie. Et donc c'est en microscopie électronique. Et donc en fait, ça va être avant l'apprentissage. Et donc ici, on revoit l'axe principal du neurone, donc l'axone. Et on va voir ici par exemple, ça ne se voit pas très très bien, mais on va avoir une dendrite qui va apparaître. Et à d'autres endroits, ici par exemple, ici il y avait une petite dendrite, et donc elle va plus se retrouver ici. Donc c'est vraiment, sur une échelle de temps très court, il y a vraiment un dynamisme très important.
Et ce dynamisme, en fait, il se retrouve aussi... Alors, il faut savoir qu'il est au niveau des synapses, mais au niveau du neurone, il va y avoir aussi Enfin, le neurone va aussi intégrer l'information complète, parce que le problème se poserait que si, en fait, à chaque synapse, on renforcerait encore et encore cette synapse, ça veut dire qu'on demanderait à la synapse d'avoir de plus en plus de protéines. Parce qu'à un moment, il y a une limite physique en fait de la cellule, parce qu'elle est délimitée par une membrane. Et donc, si on mettrait trop de protéines dans cette cellule, la cellule en fait finirait par déclencher un système qui s'appelle l'apoptose, donc c'est la mort cellulaire, tout simplement parce qu'elle pourrait plus supporter cette surcharge de protéines. Et donc, pour un peu compenser ce système en fait, et tout de même avoir du renforcement sans non plus complètement déséquilibrer l'équilibre de la cellule, il y a aussi ce qu'on appelle la plasticité intrinsèque du neurone. Donc cette plasticité, en fait, c'est quand il y a un signal qui va arriver au niveau du neurone. Donc c'est vraiment, là je parle vraiment au niveau cellulaire, plus au niveau de la synapse, mais vraiment au niveau de la cellule. Donc quand le signal il va arriver, finalement si le signal que reçoit le neurone doit être renforcé, le neurone va devenir plus sensible en fait à ce signal-là. Donc ce qui veut dire qu'avant apprentissage, vous allez avoir l'arrivée d'un signal qui va être interprété par le neurone, et il va y avoir un apprentissage et il va y avoir une mémorisation de ça. Et si le neurone devient plus sensible, ça veut dire qu'après, pour un même signal, il y aura, donc, le neurone en fait, va moins... comme il va devenir plus sensible, il n'aura plus besoin de produire autant de protéines. Ça veut dire qu'en sortie, il y aura toujours le même résultat. Mais dans le neurone, la production de protéines ne sera plus aussi intense. Donc ça veut dire qu'on a toujours la même interprétation en fait, du signal. Mais par une meilleure sensibilité, le neurone va pouvoir en fait, réguler sa composition cellulaire et ne pas finir surchargé de protéines, quoi. Tout ça, ça implique du coup que c'est un système qui est très dynamique, la mémoire, et comme on l'a dit en fait un peu depuis le début, nos souvenirs pourtant ils sont quand même assez stables. Vous pouvez vous souvenir, il y a des choses qui se sont passées il y a 10 ans, et le souvenir, même s'il est un peu modifié, en général, dans sa globalité, il reste quand même le même. Donc la question se pose de si le système à l'échelle cellulaire et à l'échelle moléculaire il est si dynamique, comment ça se fait qu'en fait les souvenirs sont aussi stables en quelque sorte. Donc c'est là où il y a une hypothèse en fait, qui est l'hypothèse de la trace mnésique, et donc on va un peu s'éloigner, on va un peu prendre de la distance et un peu de la hauteur au niveau du cerveau. On va un peu sortir de cette échelle cellulaire et on va aller en fait un peu au niveau des réseaux de neurones. Donc il faut savoir que les neurones en fait ils sont pas, en fait ils travaillent un peu ensemble. Ils travaillent pas seuls, ils travaillent vraiment ensemble. Et l'idée en fait c'est qu'il y a plusieurs neurones qui vont être interconnectés, qui vont s'échanger et qui en fait ils vont vraiment composer des neurones. Et ces réseaux de neurones vont ensuite échanger avec d'autres parties du cerveau. Donc ici, on le voit très bien, en fait, il va y avoir 4 neurones qui vont ensemble former un réseau et vont échanger avec plusieurs parties du néocortex par la suite. Alors l'idée du coup de cette trace mnésique, c'est que dans un premier temps, pendant le stockage de la mémoire, on va d'abord avoir une consolidation en fait, dans l'hippocampe. Donc c'est cette fameuse région qui a été retirée chez le patient HM. Donc on va avoir vraiment consolidation du réseau de neurones ici. Et donc ce réseau de neurones, on va appeler ça en fait les cellules engrammes. Donc c'est des cellules qui vont vraiment enregistrer une information entre elles. Et ensuite cette information elle va être redispatchée dans différentes parties du cerveau. Et ensuite, donc c'est ce qu'on voit ici. Et ensuite au sein même de ces différentes parties du cerveau, ces différentes cellules engrammes vont à nouveau former des réseaux de neurones. Et donc, il faut vraiment prendre ça, faut vraiment considérer qu'il y a d'abord un premier réseau de neurones ici, qui va être consolidé, et ensuite on va avoir un deuxième réseau de neurones qui va être consolidé à son tour, et qui va permettre en fait au premier d'un peu s'effacer en quelque sorte. Et donc après, ce qui va vraiment être important et ce qui va vraiment rester en fait la vraie trace, ça va être vraiment tout ce qui va être au niveau du néocortex. Et donc ça explique un peu pourquoi en fait le patient HM, quand il a eu son amnésie après son opération, et en fait il a pu se souvenir de tous ses souvenirs qu'il avait avant, parce que finalement l'opération n'a pas du tout touché au néocortex, donc il avait encore toutes ces traces dans le néocortex. Le problème c'est que l'étape de formation de nouveaux souvenirs, elle passe forcément par l'hippocampe. Comme il n'avait plus d'hippocampe, il ne pouvait plus se former de nouveaux souvenirs. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé chez ce patient-là. Il faut aussi prendre en compte que, parce là on se dit, ça veut dire qu'à chaque souvenir, on va avoir création de nouveaux réseaux de neurones. Le problème c'est que dans toute notre vie, en fait, notre cerveau, il y a un moment, il arrête de grandir, enfin la taille s'arrête, mais pourtant on continue à engranger les souvenirs, donc il y a une espèce de limite physique un peu qui se pose. Et donc il faut prendre en compte que ces réseaux de neurones, c'est pas un réseau de neurones par souvenir, mais que pour 2 souvenirs, on va avoir 2 réseaux de neurones, mais qu'entre eux, en fait, il y a des cellules qui vont être en commun et qui vont vraiment... il va y avoir vraiment des interconnexions entre ces réseaux de neurones. C'est ce qui fait aussi
c'est un peu l'idée, et elle va vous en parler après, Charlotte. C'est pour ça que quand on discute souvent avec quelqu'un, il va y avoir un souvenir. En fait, un souvenir va en rappeler un autre, parce qu'en fait, c'est vraiment des réseaux de neurones, des cellules en grammes qui sont complètement interconnectés. Oui, et donc je voudrais juste rajouter un tout petit point donc, sur le fait que aussi ce réseau de neurones permet en quelque sorte de répondre au problème de la stabilité. Hein. Donc c'est une source de robustesse au fond que d'imaginer donc un réseau de neurones encoder une information plutôt qu'une synapse unique. Hein. Donc on l'a vu, Ségolène en a beaucoup parlé. Donc cette synapse elle est très très sujette finalement à des instabilités, à une élimination possible, une disparition. Et donc ce qu'il faut penser, ce qu'il faut garder en tête, c'est que donc dans un réseau de neurones, hein, il y a beaucoup de synapses qui sont sans doute redondantes, en fait, qui jouent plus ou moins le même rôle. Et donc, du coup, en perdre une, finalement, permet de maintenir, en tout cas, de maintenir une partie de l'information, d'accord, donc de la conserver. Et deuxièmement aussi, donc, ce que disait Ségolène, justement, sur le côté donc, de distribution un peu partagée de l'information, hein, donc des neurones qui se recoupent, etc., c'est important, hein, et donc ça permet d'avoir une distribution donc, quelque part donc plus ou moins spécifique. Hein, donc un neurone, par exemple, va répondre à un signal donc précis, on va le voir dans un instant, mais il peut aussi répondre à un autre signal, et donc on a des entrecoupements donc, qui vont permettre une certaine stabilité aussi de l'information. Donc justement, pour illustrer un peu mieux ce que signifie la cellule engramme, hein, donc des neurones qui vont être, des cellules engrammes, donc des réseaux de neurones qui vont être réactivés, qui vont être activés ensemble donc, au moment donc, de l'encodage et qui seront ensuite réactivés ensemble lors de la récupération du souvenir. Donc une petite vidéo, donc ce que vous allez entendre en fait, donc provient d'un enregistrement d'un patient humain. Donc on enregistre un neurone de ce patient. Donc l'activité de ce neurone va être finalement équivalente à entendre des petits bips, donc plus ou moins d'intensité forte. Et donc le patient regarde en fait une succession d'images donc, que vous allez voir, et le neurone est plus ou moins actif. Alors, merci. On ne va pas entendre très bien. Vous entendez des petits bips? Très faible, hein. Différentes images. Il y a un petit décalage. Ne loupez pas ce moment, surtout. Donc là, vous entendez le bip beaucoup plus intense. C'est pas très net, mais si on regarde le petit dessin, on voit qu'il y a en fait un burst vraiment d'activité lorsque donc, le patient regarde un Simpson. Et il y en a plein d'autres en fait comme ça. Il y a Jennifer Aniston, il y a la tente, il y a la Tour Eiffel. Enfin, il y a beaucoup de neurones en fait qu'on a découverts, hein, donc qu'on appelle des concept cells en fait, qui répondent finalement, qui semblent répondre à un élément particulier en fait de votre vie. Évidemment, là, on enregistre un seul neurone, donc il faut imaginer qu'en réalité, il n'est pas tout seul à répondre aux Simpson, hein, mais qu'il y a tout un réseau derrière de cellules en grammes justement qui potentiellement sont activées. Et que ce neurone aussi n'est pas que spécifique aux Simpsons. Bon, on ne peut pas facilement le démontrer, mais il faut quand même garder ça en tête, d'accord? On n'est pas dans la spécificité unique d'un neurone, un concept, d'accord? Et ce qui est encore plus frappant, c'est finalement que si on regarde la deuxième vidéo, ce neurone va aussi avoir un niveau d'activité supérieur lorsque la personne se remémore en fait le contenu de la vidéo, d'accord? Donc c'est pas seulement lorsqu'on visualise la vidéo, mais vas-y, ça va. Bon, ça c'est... Ouais. Donc, on entend sa voix ici. Non, enfin, ce qu'elle dit en tout cas. Donc voilà, le neurone pas très actif. Il y a un décalage en fait temporel, je ne sais pas trop ce qui se passe. Oui, il y a eu un décalage temporel avec la vidéo, mais bon.
normalement, donc, on devait voir apparaître Simpson, donc elle dit Simpson, et légèrement avant d'ailleurs, le neurone commence à décharger donc, très fortement, être actif. Et donc c'est ce que vous voyez en fait sur cette trace ici, en tout petit. Mais donc c'est important hein, d'imaginer que ce neurone, en fait, il est actif dans les deux situations, d'accord, au moment de la visualisation et au moment du rappel aussi de l'expérience, d'accord. Et ce qu'on avait dit, évidemment, c'est donc que ce neurone n'est pas le seul, hein, donc il y a toute une assemblée de neurones derrière lui. Et maintenant, il faut aussi essayer de comprendre finalement comment ces cellules engrammes sont apparues, hein, donc comment les poids synaptiques finalement se sont modifiés et permettent à la fois d'intégrer des nouvelles informations sans en perdre non plus donc déjà existantes. Donc c'est vraiment une des questions fondamentales en neurosciences aujourd'hui et qui est encore très mystérieuse au fond. Donc, comment s'organisent tous ces réseaux? Comment la spécificité d'un neurone est-elle définie? Donc on n'a pas beaucoup de réponses à vous donner par rapport à ça. Mais je pense qu'une des clés aussi de la recherche actuelle, c'est de comprendre un grand principe dont Ségolène a déjà parlé, qui est le principe d'associativité, d'association en fait. Et deux phénomènes peut-être intéressants permettent de mettre un peu mieux en évidence ce phénomène, ce principe. Donc le premier, c'est la capacité en fait à pouvoir créer de nouvelles associations à partir d'éléments un peu disjoints au départ. Et la deuxième, c'est en fait de pouvoir compléter, recréer toute une scène à partir justement d'un bout d'événement finalement, parce que déjà une association a été créée entre plusieurs. Donc pour ce premier phénomène, hein, donc la création de nouvelles associations, on peut partir de cet exemple, hein, donc toujours issu d'enregistrements chez l'homme. Donc on force en quelque sorte l'association dans ce protocole-ci, mais donc on a détecté un premier neurone qu'on enregistre tout du long, qui répond a priori donc très fortement par exemple à la tête de votre tante par exemple, donc qui est cette personne-là. Et ce neurone en fait n'est pas très spécifique par contre à la tour Eiffel. Bon, pas beaucoup d'activité, pas plus que la normale en fait, l'état un peu basal. Et donc maintenant, le protocole consiste à associer finalement ces deux images. Donc on présente répétitivement la tente avec le fond de la tour Eiffel, plusieurs fois. Et on regarde ensuite l'activité des neurones à la tente toute seule, donc toujours bien actif, et à la tour Eiffel. Et ce qu'on remarque en fait, c'est qu'il y a quand même une association qui s'est faite, et ce neurone est désormais un petit peu spécifique aussi à la tour Eiffel. D'accord, il code aussi pour ce concept, donc il y a comme une association qui s'est créée artificiellement ici. Et je pense que c'est aussi un point intéressant, hein, donc ce mécanisme un peu d'associativité, il est aussi très... donc il ne va pas se limiter aux associations qu'on va dire conscientes ou volontaires en fait. Il peut aussi être à l'œuvre finalement dans tout ce qui est les souvenirs un peu latents, les souvenirs un peu, tous les mécanismes inconscients. Et je pense que la psychanalyse là-dessus peut dire beaucoup de choses. Donc si on vient ensuite au deuxième phénomène, donc celui de recréer une scène à partir de différents petits éléments de base, en fait, on peut penser à l'exemple un peu emblématique de la Madeleine de Proust, hein, justement, qui est vraiment cet exemple de remémoration, où Proust finalement se rappelle à partir de la Madeleine de toute une scène de son enfance des dimanches matins à Combray. Et pour illustrer ce genre de mécanisme, mais de façon un peu plus imagée et sans trop tout le pan émotionnel justement derrière cette remémoration, on va regarder ce que peut nous dire le modèle d'Ophill. Donc là, c'est aussi un autre pan un peu des neurosciences que je voudrais introduire, qui est vraiment les neurosciences computationnelles. Des chercheurs en fait qui construisent des modèles, des réseaux de neurones pour essayer de comprendre en fait quelles sont les règles de plasticité, donc qui peuvent finalement rendre compte d'une sorte de récupération optimale des souvenirs, qui permettent aussi donc de comprendre finalement l'organisation des réseaux. Hein, donc est-ce que c'est tout à fait aléatoire ou est-ce qu'au contraire l'histoire de ces réseaux importe beaucoup. Et donc le modèle d'Ophill, c'est un modèle donc assez classique justement, donc il date des années 50 je crois. Et donc chaque neurone que vous voyez ici, hein, donc on a en fait toute une grille ici qui correspond à un réseau de neurones. Donc chaque neurone est soit actif donc en blanc, soit inactif en noir. Donc ils sont connectés entre eux, hein, donc par une matrice, hein, donc
de poids synaptique. Je passe en fait la phase d'apprentissage, d'accord, qui est un petit peu artificielle au fond. Donc on présente des stimuli, donc des contextes, hein, X, Y, Z, etc. Et on essaye donc que le réseau apprenne finalement ces contextes. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la phase de remémoration. En fait, qu'est-ce qui se passe si par exemple on active un bout de ce pattern X, mais pas donc le contexte entier en fait. Donc si vous voyez ce que je veux dire, c'est finalement ça. Donc le départ, on part d'un motif un petit peu abîmé, comme ça, donc incomplet. Et donc après quelques étapes, finalement, ce que l'on voit, c'est que donc, de par l'activité un peu dynamique et interne de ce réseau, le réseau parvient à retrouver le contexte X. D'accord ? Donc on a une remémoration de l'ensemble du contexte, de même pour Y, etc. Et ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'un neurone, évidemment, est actif dans plusieurs contextes, d'accord ? Et donc il y a quand même une part de chevauchement, et donc ce genre de modèle peut interroger sur finalement quel compromis il y a donc, entre le degré de chevauchement, la spécificité des neurones, le nombre total de contextes que le réseau peut encoder. Donc ici on a 4 exemples par exemple, et donc c'est ce genre d'analyse en fait que les neurosciences computationnelles peuvent faire donc, beaucoup plus facilement. Et donc qui permettent aussi de mieux comprendre comment fonctionnent les cellules en grammes. Ok, voilà. Et donc pour conclure un peu sur cette première partie, donc un peu longue, donc ce qu'on a vu, c'est que donc, les cellules en grammes, qui sont des réseaux neurones un peu spécifiques, vont se construire assez rapidement. Hein, donc un événement finalement suffit, hein, donc une fois suffit. Et donc les synapses vont être modifiées, donc on est dans l'état un peu plastique, avant donc, de passer à la phase donc, de stabilisation de ce réseau. Et donc ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est le côté dynamique, évidemment, qui est toujours là. Donc l'intégration de nouvelles informations toujours possible. Et donc c'est cet état un peu plastique donc, que Candel donc, résume assez bien, donc la mémoire comme une reconstruction d'une reconstruction qui change en permanence. Donc, chance de distorsion pour chaque souvenir, d'accord ? Voilà pour cette première partie. Et donc maintenant qu'on a vu un peu les bases de tout ça, comment ça se forme, finalement on va voir un peu comment ça se modifie et comment un peu ça se déforme, tout ça. D'abord, on va du coup vous parler un peu d'expériences qui ont été faites dans un premier temps chez les souris et après on va prendre des expériences plus concrètes de la vie de tous les jours qui ont été observées en tout cas chez l'être humain. Donc la première expérience qui a été faite chez la souris, c'est une expérience qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Tonegawa. En fait, il a réussi réellement à créer en fait chez la souris un souvenir. Donc il a vraiment créé complètement un réseau de neurones et un souvenir. Donc d'abord, pour pouvoir comprendre cette expérience, je vais d'abord vous parler de l'optogénétique. Donc c'est une technique qui est actuellement, qui est utilisée encore maintenant de nos jours. Elle est assez récente comme technique. Et donc elle est vraiment utilisée en neurosciences pour en fait cibler des neurones et activer un peu les neurones que l'on veut activer. Donc le principe de cette technique, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est basée sur l'optique, donc tout ce qui va être le jeu avec la lumière, et la génétique, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir de la modification de l'ADN. Et le principe de base, c'est qu'on va rendre en fait sensible un neurone sensible à la lumière. Et donc pour faire ça, on va modifier l'ADN du neurone en question. Donc on va vraiment prendre juste un seul neurone et on va modifier juste l'ADN de ce neurone-là. Et du coup, du coup, ce neurone, il va en fait exprimer une protéine donc, qui est ici représentée en orange. Cette protéine s'appelle la channel rhodopsine. C'est une protéine en fait qui est elle-même sensible à la lumière. Donc le neurone, une fois que son ADN va être modifié, il va exprimer du coup à sa surface la channel rhodopsine. Et quand ensuite nous, on va mettre de la lumière sur cette protéine, cette protéine en fait va être activée. Donc ça veut dire que comme c'est un canal comme protéine, le canal va s'ouvrir. Et donc ça va permettre l'entrée ou la sortie des ions selon le contexte. Donc ici en fait, ça va permettre en fait l'entrée d'ions qui va permettre l'activation du neurone. Donc ça veut dire qu'on va avoir notre neurone, la protéine qui va être à sa surface. Nous, on va mettre de la lumière et uniquement quand la lumière est présente, il va y avoir du coup activation du neurone. Alors là, on peut se dire, la lumière c'est bien beau, mais il n'y a pas de lumière dans le cerveau. Donc ce qui se fait en fait, c'est que, ça peut paraître cruel, mais c'est dans le cerveau de la souris, on va implanter en fait une fibre optique ici. Et donc on va cibler une région d'intérêt et c'est ici que la lumière va être produite dans le cerveau pour pouvoir activer ces neurones-là. Donc là, c'est un
exemple un peu concret. Alors. Je vais vous montrer une vidéo. Je pourrais juste mettre sur... Attends, ça Donc là, je vais vous montrer une vidéo en fait où ça a été la première fois que les chercheurs ont fait ça. Donc ils ont en fait intégré ces protéines sensibles à la lumière dans les neurones du cortex moteur. Vas-y. Donc là, au début, vous avez une souris qui bouge de manière complètement normale. Bon, elle est dans une cage, mais... Et à un moment, là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, la lumière est allumée. Et donc la souris se met à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De manière beaucoup plus rapide. Et quand la lumière s'éteint, donc là, la lumière s'est éteinte. Finalement, elle reprend un comportement complètement normal. Donc ça montre vraiment qu'il y a vraiment des neurones qui sont devenus actifs dans le cortex moteur de la souris. Voilà, merci. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'optogénétique. Donc je vais laisser maintenant Charlotte vous présenter l'expérience qui a été faite avec ça. Donc oui, donc l'optogénétique, donc activation d'une grosse assemblée de neurones à la fois, et donc pour affiner un petit peu le type d'expérience qu'on peut faire avec ça. Donc très récemment, donc il y a quelques années, on a pu en fait cibler des neurones que l'on souhaite ensuite réactiver par la suite. Donc en déterminant en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? En déterminant donc quand et dans quel neurone cette channel rhodopsine va être exprimée, d'accord ? Et donc on peut le faire en particulier donc suite à l'activité d'un neurone. Donc imaginons par exemple que voilà la souris est dans une cage. Donc c'est justement la suite de l'expérience, d'accord ? Donc la souris est dans une cage, on souhaite justement connaître évidemment quels sont les neurones qui vont encoder un petit peu le contexte de cette cage. Donc on exprime spécifiquement la channel rhodopsine dans ces neurones, d'accord ? Donc par des processus un peu de biologie moléculaire. Et donc une fois qu'on a finalement ce tag, donc cette marque, cette empreinte de la channel rhodopsine dans ces neurones-là, la suite de l'expérience, c'est finalement de créer justement ce fameux faux souvenir dont on parle depuis le début. Donc la souris est maintenant donc, dans une autre cage, la cage B, dans laquelle elle reçoit des chocs électriques, donc un contexte de peur. Sauf que maintenant, donc, on veut créer un faux souvenir et donc on active simultanément les neurones qui codaient donc, pour le contexte de la cage A, d'accord ? Donc ces fameux neurones ici en vert donc, sont activés. Et donc ce que l'on fait ici, c'est finalement on force l'association à nouveau finalement entre les chocs électriques et les neurones codants entre guillemets pour la cage A, d'accord ? Et donc ce qui se passe ensuite le lendemain, lorsque l'on replace la souris dans la cage A, eh bien, c'est qu'elle a peur, en fait, alors qu'elle n'a jamais été exposée donc, dans la cage A à des chocs électriques ou à un épisode traumatisant. D'accord ? On a vraiment créé cette association entre les deux, ce faux souvenir. Et donc, ces expériences marchent, donc elles ont été refaites depuis avec d'autres types de manipulations, mais elles marchent aussi parce que, donc, évidemment, c'est un peu stéréotypé, d'accord ? On est face à un contexte de peur, c'est des assemblées assez simples, entre guillemets, donc de neurones qui vont être activés et qui donc, se construisent aussi assez rapidement. Et donc ce qu'il faut maintenant peut-être garder en tête aussi, c'est qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de la souris au moment de cette activation de la lumière, d'accord ? Au moment de cette association, est-ce que ça se fait de façon, entre guillemets, consciente, d'accord ? Est-ce que la souris imagine finalement être dans la cage A à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle voit finalement ? Est-ce qu'il y a modification de sa perception du milieu extérieur ou est-ce que finalement tout ça se fait un peu à son insu, comme si de rien n'était, un peu comme dans le cas de la vidéo, finalement, on peut se poser la même question, d'accord ? Donc à quel point impose-t-on cette réalité à la souris ? Donc imaginons finalement qu'elle soit utilisée donc, chez le singe ou chez l'homme, peut-être que ça vous touchera plus, mais voilà, donc la question est quand même importante. Et donc voilà, ça nous conduit justement à la suite. Et donc là, c'est vrai que chez l'homme, forcément, question éthique, on ne peut pas trop implanter tout ça dans le cerveau et mettre de la lumière. Mais il y a quand même des choses en fait, qui ont déjà été observées au niveau de la manipulation des souvenirs. Et donc il y a notamment une psychologue américaine, donc Elizabeth Loftus, qui a beaucoup étudié ces phénomènes en fait, dans des cas assez particuliers. Et donc elle a vraiment constitué en fait, des scènes. Et une des expériences qu'elle a faites, c'est qu'elle a présenté à un groupe de personnes, elle a présenté exactement la même vidéo. Donc dans cette vidéo, en fait, c'est une voiture qui arrive au niveau d'une intersection, et donc il y a un panneau céder le passage. Donc c'est vraiment dans la vidéo, c'est vraiment la situation de gauche.
Ensuite, elle a fait lire un descriptif de la vidéo aux patients qui ont vu, enfin aux gens qui ont été testés, qui ont vu la vidéo. La moitié en fait de ces gens qui ont lu le descriptif ont lu un descriptif dans lequel c'était pas un panneau stop qui était décrit, mais un panneau, c'était pas un panneau, c'est le passage qui était décrit, pardon, c'était un panneau stop. Donc c'était en fait, il y a eu une suppression de la vraie information et ajout de la fausse information. Et dans l'autre panel de personnes, donc c'était le vrai descriptif avec le panneau c'est le passage. Ce qu'elle a fait ensuite, c'est que quelques jours après, elle a posé la question aux deux groupes de personnes, donc quelle a été l'action de la voiture en arrivant au panneau de signalisation, sans préciser panneau stop ou c'était le passage. Et ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que dans le groupe de personnes où il n'y a pas eu de mensonge, ils précisent tous que c'était bien un panneau, c'était le passage. Et en fait, dans le panel de personnes où ils ont lu la mauvaise information, plus de 50% des personnes précisent en fait qu'il y a eu vraiment un panneau stop. Et donc c'est là où en fait on se rend compte qu'il y a vraiment il y a vraiment un ajout, il y a un ajout d'un souvenir. Les personnes pensent vraiment avoir vu un panneau stop alors qu'en fait il n'y avait vraiment pas de panneau stop. Donc ils vont se rappeler quelque chose qui n'a pas existé. Et donc elle décrit ça comme ça. Donc elle a en fait expliqué ça par le fait que quand on a un souvenir, on va d'abord avoir une première étape, donc l'événement, le souvenir au moment T, qui va se former dans notre mémoire, et ensuite, après ce moment, il va y avoir tout ce qui va être rajouté au souvenir. Il va y avoir tout ce qui va être rajouté au souvenir, qui va être quelque chose qui apparaît plus tard, et en fait, quand la personne va se rappeler du souvenir, elle ne va pas pouvoir différencier ces deux informations, ces deux types d'informations, et elle va juste faire une globalité, un souvenir global. Et donc on ne pourra pas dissocier quelle information a été ajoutée au souvenir à quel moment. Donc ça va nous amener, tout ce que je viens de vous dire là, on peut dire finalement que bon, c'est pas très grave, c'est juste dans le contexte d'une vidéo, c'est pas essentiel et ça touche pas personnellement à la personne. Et donc on va aller voir en fait jusqu'à où finalement tout ça, la manipulation des souvenirs, ça peut aller, à quel point en fait on pourrait utiliser ça et à quel point ça peut être employé, ou ça a été employé d'ailleurs dans le passé. Et donc là, c'est un peu, bon, ça va être un peu le côté un peu noir de tout ça, mais c'est vrai qu'on se rend compte que en fait, dans les années 80 aux États-Unis, je ne sais pas si on peut appeler ça un effet de mode, mais il y a eu une thérapie, ça s'appelle la thérapie de la mémoire retrouvée, donc ça a été vraiment beaucoup utilisé par les psychologues américains. Et donc c'est une thérapie en fait où il y a un patient qui va chez son thérapeute parce qu'il a des soucis, etc. Et il essaye d'expliquer tout ça, et le psychologue va en fait expliquer les problèmes actuels en expliquant ça par un acte qui a eu lieu pendant l'enfance, et souvent c'est un acte d'abus sexuel ou de viol. Et donc, il y a eu en fait de gros soucis parce qu'il y a vraiment beaucoup de patients à cette époque-là en fait, on leur a créé un faux souvenir, un souvenir de viol ou d'abus sexuel. Et donc ensuite, ils sont allés, il y a eu des déboires judiciaires parce qu'ils sont allés porter plainte, etc. Et donc au début, on a vraiment cru que ces souvenirs étaient vrais et étaient fondés. Donc le témoignage basé sur les thérapies de la mémoire retrouvée était vraiment quelque chose qui avait de l'importance dans les procédures judiciaires. Et finalement, il y a eu plusieurs exemples, et un des premiers exemples qui a eu lieu, c'est une femme qui avait accusé du coup son père de viol sur elle-même, et elle avait même accusé d'avoir forcé à avorter en fait. Et en fait, il s'est avéré que cette femme-là n'avait jamais eu de rapport sexuel et que son père en fait ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc finalement, c'était quelque chose de complètement faux. Et c'est comme ça que Elizabeth Loftus, entre autres, la psychologue américaine, se sont intéressées en fait à tous ces cas judiciaires qui ont vraiment explosé en fait dans les années 80 aux États-Unis, et ça s'est un peu étendu après en Europe. Et donc il faut vraiment prendre ça en compte que en fait selon la manière dont on pose les questions, selon la manière dont on interroge les gens, et même selon la manière dont on va juste parler aux gens à propos d'un souvenir, on peut vraiment manipuler de manière consciente ou inconsciente les souvenirs, et que même nous, sans le savoir, nos souvenirs changent. C'est aussi ce qui fait que dans une conversation, si on a une personne qui est en face de nous, avec qui on a vécu le même moment, parfois on a un peu des choses qui sont un peu différentes, qui diffèrent. Mais c'est juste pour dire que la mémoire, en tout cas, implanter les faux souvenirs, c'est quelque chose qui en fait se fait déjà juste par la communication. Merci. Et donc, au-delà un peu de ces aspects qui peuvent sembler un peu négatifs, donc des chercheurs ont aussi essayé en fait de manipuler la mémoire dans des contextes plus cliniques. Hein, donc, c'est toujours en posant donc une interrogation tout de même. Et donc, on va partir ici de deux exemples plus concrets, donc le cas de la maladie d'Alzheimer et donc le cas des phobies, en fait, pour questionner aussi finalement la nécessité ou non d'une éthique, hein, et donc d'une éthique du soin aussi, quelles limites on peut poser finalement à ça, et quelles conséquences, hein, donc on peut finalement
admettre donc sur l'identité, la personnalité de la personne. Donc, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, vous le savez, la mémoire épisodique en fait, est très, très gravement touchée en fait, au début de la maladie. Et donc là, je vais repartir sur les souris, mais des expériences récentes ont montré en fait, que chez des souris amnésiques, le souvenir en fait, n'était pas complètement perdu. En fait. C'est plus le chemin d'accès qui faisait défaut. En fait, les cellules engrammes dont on parlait tout à l'heure ont l'air de toujours exister, en fait, mais donc c'est les mécanismes de plasticité synaptique qui font défaut et donc qui empêchent finalement de réactiver ces neurones donc par des indices un peu naturels, donc ce qui s'appelle ici des recall cues, donc des indices sensoriels ou plutôt internes. Donc naturellement, on n'arrive pas à faire réémerger le souvenir, d'accord ? Mais si on active, par exemple, de façon transiente, toujours en utilisant l'optogénétique, les cellules en question, donc les cellules par exemple d'un contexte de peur, on arrive finalement à refaire finalement émerger le souvenir. Donc par exemple, les souris vont se mettre à nouveau à trembler, d'accord ? Uniquement en activant donc les neurones qui codaient pour le fameux contexte de peur, par exemple. Donc c'est aussi un résultat, donc petite parenthèse, théoriquement vraiment intéressant parce que ça veut dire quand même que donc, la plasticité synaptique est surtout importante dans la récupération finalement de l'information, d'accord ? Et donc si on dépasse un peu ces expériences-là, donc on peut imaginer deux moyens finalement de réactiver des souvenirs entre guillemets perdus. Donc le premier, c'est une réactivation, donc, comme j'ai dit, de façon vraiment transiente avec donc, de l'optogénétique ou autre, finalement. Donc on peut imaginer quelque chose un peu plus élaboré. Mais donc concrètement, à ce niveau-là, donc, ça se fera donc, quand même de façon toujours éphémère. Il faudra réactiver, donc forcer la réactivation. Et un autre moyen qui est peut-être plus intéressant, c'est le deuxième, donc il y a ce renforcement un peu artificiel des synapses, justement, remettre un peu la machine donc de plasticité synaptique en route, d'accord, qui faisait justement défaut. Et donc ces chercheurs, donc à nouveau, donc collaboration entre donc Japon, Amérique et Angleterre, là pour le coup, ont réussi à faire ça finalement donc sur des souris. Donc en stimulant en fait le chemin un peu d'entrée justement donc des informations de différentes aires cérébrales qui convergeaient au niveau de l'hippocampe, donc stimulation d'une voie bien connue, et donc on sait que si on la stimule, on va finalement forcer un petit peu donc de la plasticité synaptique à être exprimée, d'accord ? Donc si on force cette plasticité, eh bien on arrive en fait à conserver de façon durable le souvenir, d'accord ? Donc la simulation est un peu grossière, mais ce qui est important de voir en fait, c'est que ça marche quand même, d'accord ? Donc, si on exprime par exemple, si on surexprime les récepteurs postsynaptiques donc dans une assemblée de cellules, ou simplement si on surexprime une protéine qui est impliquée justement dans la modification des gènes, etc., on peut parvenir en fait à remettre finalement le souvenir un peu au goût du jour, et donc ça sans avoir à le réactiver donc, par de la lumière, par exemple. Donc là, les indices naturels suffisent pour le réactiver. Et donc le deuxième exemple sur lequel donc, je voudrais terminer, c'est celui-là, donc le cadre donc, des phobies en fait. Donc vous le savez peut-être, donc la thérapie actuelle donc, pour les troubles de l'anxiété, les phobies, donc c'est justement une thérapie d'exposition, d'accord, avec donc une charge un peu émotionnelle assez forte, où les patients donc regardent finalement le serpent, l'araignée donc qui leur fait peur, et on pense que donc ça peut permettre en fait d'apaiser un peu cette anxiété. Et donc l'idée de ce projet, c'est justement d'éviter tout rapport conscient finalement à justement l'angoisse, donc l'objet angoissant. Et donc pour cela, en fait, c'est assez frappant comme expérience, comme méthode, donc utilisée chez l'homme déjà. Donc ce qui se passe, c'est que donc on va avoir un groupe de sujets un peu contrôle, donc qui donc sont des patients sains, donc qui n'ont pas de troubles de l'anxiété, d'accord, et donc ils vont être exposés justement à ces images de serpents, d'araignées, etc. Donc qui sont les sujets d'angoisse des patients phobiques. Et donc on enregistre simultanément l'activité donc de leur cerveau, donc au niveau donc de certaines aires cérébrales particulières. Et donc ces enregistrements donc, vont en fait être en quelque sorte une sorte de librairie, d'accord, donc de motifs d'activité. Et l'idée ensuite, c'est d'enregistrer l'activité spontanée des patients phobiques, donc lorsqu'ils sont finalement plus ou moins éveillés, plus ou moins en train de dormir en fait, donc pas très conscients en tout cas.
de ce à quoi ils font attention. Donc de comparer ensuite ces motifs d'activité aux motifs qu'on avait repérés donc, et qui sont stockés dans cette fameuse librairie. Et donc si on voit que les motifs d'activité sont assez semblables, en fait, on va associer l'activité du cerveau à une récompense, d'accord? Donc on va donner une récompense un peu aléatoirement, d'accord? Donc pour le sujet qui ne comprend pas bien ce qui se passe, à donc des moments donnés. Et donc si on répète ce protocole dans quelques jours, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'après, donc si on réexpose les sujets donc à ces images, les sujets phobiques, à ces images un peu angoissantes, eh bien la peur en fait est beaucoup moins forte. Donc comme si justement donc cette association à nouveau donc d'un phénomène un peu positif, donc la récompense, pouvait éteindre un petit peu donc l'anxiété qui était préalablement donc forte. Donc, et ça de façon inconsciente, encore une fois, puisque le sujet n'est pas conscient de pourquoi et quand il reçoit, de pourquoi il reçoit la récompense à ce moment-là. Donc voilà, donc je voulais finir un peu là-dessus. Donc une conclusion qui n'en est pas vraiment une, hein, donc un peu ouverte comme ça, donc pour aussi peut-être continuer la discussion. Et donc on vous propose aussi quelques pistes de lecture un peu diverses, donc aussi bien donc sur le thème un peu d'aujourd'hui, hein, donc sur la mémoire épisodique, et aussi donc plus largement sur la biologie, les neurosciences. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez les enfants? C'est ce qu'on arrive à résumer, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de neurones dans l'hippocampe. Alors, chez les enfants, il y a un peu de phénomènes. Il y a un premier phénomène, en fait, où ils ont pas cette... en fait, au début, quand un enfant naît, le cerveau n'est pas mature. Et je ne sais même pas si on peut dire un jour s'il est vraiment mature, parce qu'en fait, il change tout au long de notre vie. Mais ce qui se passe chez l'enfant, entre autres, c'est qu'à la naissance, on a l'amygdale qui, l'amygdale, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc l'amygdale, quand on est, elle est vraiment mature. En revanche, l'hippocampe, lui, n'est pas encore mature. Et donc, c'est-à-dire que les connexions qui sont entre l'amygdale et l'hippocampe, elles ne sont pas encore exactement matures. Et donc, c'est aussi pour ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer, par exemple, souvent des troubles qui peuvent se développer chez l'adulte et qui viennent de l'enfance et qui sont de manière complètement inconsciente. C'est parce que l'amygdale, elle a toujours l'information qui a été contenue. Mais le problème, c'est que consciemment, dans l'hippocampe, on n'a pas du tout le souvenir. Et donc, on n'a pas la relation entre on a eu l'événement, mais il n'y a pas le souvenir qui s'est fait dans l'hippocampe, en fait, parce que les connexions ne sont pas encore matures. Et c'est ce qui se passe chez l'enfant, c'est qu'il y a une certaine immaturité. Et donc, on n'a pas du tout le souvenir du soi. Pour ajouter donc l'immaturité aussi donc au niveau de l'hippocampe, on pense qu'elle vient aussi d'un équilibre en fait entre des neurones qui sont dits excitateurs et des neurones inhibiteurs en fait. Donc c'est en particulier les neurones inhibiteurs qui cherchent justement un peu à stabiliser, à stabiliser justement le réseau et donc potentiellement le souvenir en fait, la trace, qui sont pas encore très très matures, d'accord. Et donc on aurait ce problème un peu d'équilibrage qui rendrait l'hippocampe un peu moins mature finalement. Parce qu'il y a un changement, en fait, avant la naissance. Il faut savoir que les neurones qui sont inhibiteurs à l'âge adulte sont excitateurs avant la naissance. Et il y a un inversement, en fait, à la naissance. Donc tout ça, c'est le temps que ça se mette un peu en route, etc. Voilà. Donc le fait que cette amygdale soit mature, ça veut dire que l'enfant peut quand même conserver des traces émotionnelles, oui. Mais elles ne seront pas conscientes, en fait. C'est vraiment le problème dans les des troubles, en fait, par exemple, qu'on va développer à l'âge adulte, on ne va pas savoir d'où ça vient. Et quand c'est le cas, en tout cas, et que ça vient de moments passés dans l'enfance, en fait, la difficulté de la chose, c'est que le souvenir n'est pas là de manière consciente, il n'est pas dans l'hippocampe, mais c'est toujours dans l'amygdale, en fait. Dans l'amygdale, ça a existé et c'était mature, donc c'est toujours là. Et c'est le problème, en fait, de rendre tout ça un peu conscient et essayer de comprendre tout ça. Oui. En disant qu'il y a un lien entre sommeil et mémoire, est-ce que c'est dans la phase de transit par l'hippocampe? Oui, alors dans le sommeil, il se passe quelque chose dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, qui sont des phénomènes de réactivation, en fait, un peu spontanés. Donc ce qui se passe, c'est que donc, on a vécu notre journée, on a donc quelque part des cellules engrammes qui se sont mises en place, et pendant le sommeil, notamment donc la phase de sommeil profond, ce qui se passe, c'est que ces cellules engrammes vont se réactiver un peu spontanément de par la dynamique interne des réseaux, en fait, des réseaux très auto-associatifs, donc très récurrents, en fait, qui bouclent un peu en intra, quelque sorte.
donc du coup qui s'activent de façon un peu spontanée et qui peuvent réenclencher tout le groupe de cellules en crâne, d'accord? Et donc ces réactivations, elles participent en quelque sorte au processus même de consolidation, d'accord? Puisque du coup on renforce aussi les voies synaptiques, on améliore un petit peu la plasticité, les synaptiques qui s'étaient mis en place, d'accord? On raffine un peu. Et donc du coup, quelque part, on aide aussi le système à récupérer plus facilement le souvenir, par exemple, le lendemain, d'accord? Donc, c'est ces réactivations un peu spontanées qui peuvent aider justement, entre guillemets, à l'apprentissage, à la récupération. Je ne sais pas si c'était ta question. Donc, c'est vraiment ces patrons un peu spontanés d'activité. C'est très, très marqué, notamment donc, pour, vous en avez peut-être entendu parler, les cellules de Lieu. Donc, prix Nobel très récent, donc en 2012, je crois, donc, en neurosciences, justement. Donc, la souris, par exemple, marche dans un labyrinthe, d'accord? Donc, un labyrinthe, par exemple, même tout droit, hein, disons. Et donc, des cellules, en fait, donc, des neurones codent précisément pour chaque partie, en gros, du labyrinthe, d'accord? Donc, quand j'avance, il y a un patron de cellules qui s'active, d'accord? Séquentiellement, d'accord? Avec un patron vraiment d'activité dans le temps aussi bien précis. Et ce qu'on voit, et c'est quand même extrêmement frappant, c'est que donc, pendant le sommeil, ces cellules vont se réactiver dans le même ordre, d'accord, en plus compressé d'ailleurs, plus rapidement, et donc plusieurs fois, d'accord. Donc c'est extrêmement joli en fait à voir quand on regarde ces enregistrements, et on pense que donc ces cellules vont justement finalement se réactiver, entraîner un peu de plasticité et donc se consolider. Donc, pour ensuite le lendemain, le labyrinthe finalement est très familier au rat. D'accord, donc c'est un peu l'idée. Oui. Oui, oui. Je pense que Est-ce qu'il y a la même architecture d'ailleurs? les cerveaux de mouches, etc. Alors, il y a plusieurs. Par exemple, il y a les mousses, etc. Les mouches, c'est encore assez proche de l'être humain. Je suis désolée pour ce que je vais penser. Et il y a aussi. Moi, j'aime bien le citer parce que je trouve hyper intéressant. Il y a le cerveau du poulpe aussi qui est hyper. Moi, je l'aime bien, bref. Et c'est en fait une chose que je trouve assez incroyable personnellement, c'est que même si évolutivement, il y a des cerveaux qui sont un peu apparus de manière indépendante. En fait, on retrouve toujours la même formation, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces fameux glutamates et neurones GABAergiques. Et donc la nature en fait a fait deux fois à peu près, c'est pas vraiment le même système, mais la base est la même et la base est toujours électrique. Et donc il n'y a pas d'autres, enfin moi à ma connaissance, je connais pas d'autres choses qu'on appelle cerveau qui fonctionnent pas sur la base du glutamate et du GABAergique. Après, peut-être que ça existe, hein, juste que je le connais pas. De modéliser un cerveau de mouche en oui, c'est fait, je veux dire, c'est en cours aussi, on comprend toujours pas comment ça fonctionne d'ailleurs, mais oui, oui, on arrive vraiment à cartographier donc pour certaines espèces, hein, notamment des petits vers de terre, exactement tel neurone, telle place anatomique, telle connexion avec d'autres neurones. Donc il y a des réseaux qui sont extrêmement bien connus du coup. Donc on peut peut-être travailler avec eux pour commencer, pour mieux comprendre justement l'organisation des réseaux. Mais au niveau de l'ordinateur, je sais pas non plus quelle est ta question, mais on peut les transposer sur un ordinateur, mais toujours avec la limite du modèle qu'on choisit, d'accord, pour chaque neurone. On n'est pas trop rentré dans le détail de comment modéliser un neurone, mais il y a plein de variantes possibles en fait. C'est mon téléphone. Et puis même, il faut savoir que le cerveau de la mouche, même il a beau être plus petit, on ne le comprend pas à 100% encore. Il y a encore plein de mystères et il y a encore plein d'études dessus, et heureusement, voilà. Merci.